Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Près d'un terrien sur 8 souffrirait d'obésité aujourd'hui. Près d'un étudiant sur 5 en France ne mangerait pas à sa faim. Alors que nous vivons sous le joug des pénuries et de l'inflation, mieux manger semble devenir un défi. On va en parler avec nos 3 invités dans la question du jour. 50 ans d'aide aux enfants les plus démunis à grandir dans le respect de leurs droits, et ce, dans 18 pays à travers le monde. Ce sont les actions menées par l'association Partage, dont viendra nous parler Yolène Guérif. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, son invitée est la Miss France Vaïma Lama Chavez. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal dans le mythique Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, dans la tourmente après des manifestations pro-palestiniennes hier. Des étudiants qualifiés de sionistes par les manifestants auraient été interdits de rentrer dans un amphithéâtre. Rien ne va plus dans la mythique rue Saint-Guillaume où on retrouve l'Institut d'études politiques Sciences Po, où se sont déroulés les faits hier matin. Des manifestants ont d'abord envahi la salle principale de l'école et l'ont renommée Amphi Gaza, ce qui a entraîné l'annulation des cours. Il y a eu un certain nombre de prises de parole pro-palestiniennes. Mais Salomé, qui est présidente de la section Sciences Po de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, rapporte des faits d'une toute autre gravité. Des personnes qui ont été jugées comme sionistes, on leur a interdit l'entrée dans l'amphithéâtre. Des étudiants, eux aussi reconnus et identifiés comme sionistes ou juifs, ont été pris à partie par des militants de ce groupe. Donc c'est quand même très problématique que les étudiants soient bloqués pour leur appartenance politique ou religieuse. L'école a réagi dans un communiqué de presse que je vous laisse découvrir. Sciences Po condamne l'action et les pratiques utilisées qui s'inscrivent délibérément hors du cadre fixé en matière d'engagement et de vie associative. Un membre de la communauté étudiante a été empêché d'accéder à l'amphithéâtre. Alors ça fait un petit peu tiquer certains observateurs puisque les termes d'antisémitisme dont l'UEJF souhaiterait que les faits soient qualifiés ne sont pas utilisés dans ce communiqué de presse. Et de son côté, le président Emmanuel Macron a-t-il réagi ? Bien sûr, il qualifie d'inqualifiable et de parfaitement intolérable les faits qui se sont produits. C'est Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui est citée par l'AFP, qui explique. Le chef de l'État a rappelé avec clarté et fermeté sa position. Oui, les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme. Nul doute donc que l'affaire est à suivre, d'autant que la direction de Sciences Po annonce saisir la section disciplinaire en vue de sanctionner les agissements intolérables, rapport aux propos accusatoires prononcés à l'encontre d'une association étudiante en particulier. Et pour clôturer cette page consacrée à Sciences Po, le directeur de l'école, Mathias Vichra, accusé de violence conjugale, a démissionné de son poste ce matin. On poursuit ce journal avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui a affirmé hier qu'elle ne reviendrait pas sur le choc des savoirs. Je ne compte absolument pas revenir sur le choc des savoirs, ça c'est clair. C'était hier qu'elle a répondu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Elle était en fait interrogée sur la situation en Seine-Saint-Denis où certains enseignants poursuivent leur mouvement de grève pour demander plus de moyens et justement pour demander aussi à mettre fin à ce choc des savoirs. Ces enseignants du 93 de Seine-Saint-Denis, ils étaient reçus par le rectorat cet après-midi. Voilà ce qu'ils disaient dans un communiqué avant cette réception. L'intersyndicale 93 se rentra à l'audience pour remettre officiellement à la représentante de l'éducation nationale dans l'académie les doléances des personnels pour un plan d'urgence pour l'école publique contre le choc des savoirs. La guerre entre écoles publiques et écoles privées va-t-elle être relancée ? C'est en tout cas les craintes d'observateurs avec plusieurs mouvements de contestation contre l'enseignement privé. Avec un mot d'ordre affiché, que l'argent public aille à l'école publique. C'est ce que martèle en tout cas un certain nombre d'observateurs, des syndicats, d'enseignants, de parents et puis d'autres observateurs. Il faut couper le cordon financier de l'enseignement privé. Selon cette tribune publiée dans Le Monde, l'enseignement privé sous contrat qui est représenté à plus de 90% par des établissements catholiques et subventionné à plus de 70% par l'État. C'est tout de même 13 milliards d'euros par an qui partent pour l'enseignement privé et notamment l'enseignement privé catholique. Rappelons-nous le contexte dans lequel tout cela était né. C'était après les polémiques de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, et tout ce qui s'était passé autour du lycée Stanislas. Hier, une conférence de presse se tenait donc
donc à Paris. Voilà ce que dit Frédéric Marchand sur Europe 1. Il est secrétaire général d'UNSA Éducation. La priorité de la nation pour son école, ça doit être de donner la priorité à l'école publique et qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer sans rien dire à entretenir une forme de séparatisme scolaire qui devient dangereux pour notre société. Terminons ce journal avec une affaire qui ébranle un lycée de Seine-et-Marne. Des lycéens ont fait un blackface en marge du carnaval de l'école. Ouais, ça s'est passé le 7 mai dernier dans un lycée catholique privé, on y revient. Le lycée Sainte-Céline de la Ferté-sous-Jouarre. Alors c'était le jour de fête, on fêtait le carnaval. Chacun était venu déguisé, évidemment, des personnes en M&M's, d'autres en bananes géantes. Et 3 personnes sont venues grimées en noir avec des lances. Des parents d'élèves étaient présents, des élèves également. Tous qualifient ces tenues de blackface. Libération raconte même que des élèves sont rentrés chez eux en larmes, tandis que ces 3 élèves faisaient des bruits de singe dans le couloir. Choquant? Eh bien, pas selon les votes des élèves eux-mêmes, puisque ces 3 élèves ont remporté le prix du déguisement lors de cet événement. Libération a pu accéder à un email que je vous propose de découvrir, un email de la directrice qui avait répondu à certaines revendications des parents d'élèves qui étaient choqués. Nous expliquons aux jeunes qui s'intéressent que les déguisements de ces élèves eux-mêmes d'origine diverse, les élèves n'avaient aucune connotation raciste ou de moquerie. Il s'agissait simplement de déguisements de guerriers Maasai. Voilà la réponse officielle de la direction. Des bruits de singe. Avec des bruits de singe, oui, voilà, de la direction de l'établissement. Elle annonce cependant qu'elle va quand même lever une petite enquête interne pour notamment cette affaire de bruits de singe. Sachez que cette directrice, donc c'est un mail interne qu'elle a fait, elle a été sollicitée par Libération, elle a refusé de répondre, idem du côté du rectorat, silence radio pour l'instant. Elle a simplement demandé aux parents d'élèves de ne pas parler à Libération. Donc elle est au courant que l'article est sorti. À noter quand même que 6 parents d'élèves ont décidé de saisir le conseil représentatif des associations noires de France qui a annoncé sur la plateforme X qu'une plainte a été déposée pour injure publique à caractère raciste, provocation publique à la haine raciale et discrimination. Bienvenue en 2024. Merci beaucoup Guillaume. 2 ans de guerre en Ukraine et une inflation qui peine à régresser. Un début d'année marqué par la gronde du secteur agricole, des questions de souveraineté alimentaire et ce chiffre publié par la revue The Lancet, 159 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde étaient obèses en 2022. Un nombre qui n'est pas parti pour baisser alors que s'ouvre à la fin de la semaine le salon de la nutrition à Paris sur le thème Manger un jeu d'enfant. On revient sur ces questions qui agitent l'éducation, l'alimentation et la vie des familles au quotidien avec nos 3 invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Stéphane Travert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de la Manche. Vous êtes également président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous, Margot Billot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable du pôle communication du Salon de la Nutrition qui a lieu là dans quelques jours et aussi étudiante en dernière année de diététique et de nutrition. Et également Irène Tolleret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Irène, vous êtes députée européenne du groupe Renaissance. Alors on va parler alimentation, manger 5 fruits et légumes par jour. Ouh là là, on la connaît cette maxime, pourquoi pas, mais avec quel argent? C'est aussi la question qu'on se pose et souvent la réponse qu'on entend de la part des jeunes, bah ouais c'est vrai, ça, avec quel argent je vais pouvoir manger effectivement 5 fruits et légumes quand on sait que 97% des jeunes se restreignent sur la qualité et la quantité de leur alimentation. On va essayer de décrypter la situation, évidemment plein de porte d'entrée, je disais juste avant de commencer cet entretien, parce qu'évidemment il y a la porte d'entrée politique, il y a la porte d'entrée évidemment des jeunes et de l'alimentation au quotidien. Il y a beaucoup de choses à dire en peu de temps, mais on va essayer de décrypter ce qui se passe à quelques jours après la fermeture du salon de l'agriculture et des multiples débats qui ont été soulevés. Avant cela, j'aimerais un éclairage sur un titre qui veut peut-être dire beaucoup. Stéphane Travert, vous avez été aussi, dans votre grande carrière, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Marc Fesneau, l'actuel ministre de l'Agriculture, était ministre de l'Agriculture, mais de la souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est un changement de direction de la part d'Emmanuel Macron? Est-ce que ce changement de titre, si je puis dire, veut dire beaucoup? Oui, il veut dire une chose particulière, c'est que la France et l'Europe
doivent redevenir souveraines et ne plus dépendre de pays très lointains pour leur alimentation et subvenir à l'ensemble des besoins de nos concitoyens. J'étais ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation parce que nous avions fait de l'alimentation et de la qualité alimentaire et de la qualité des productions alimentaires une priorité des politiques publiques que nous souhaitions mettre en place. Aujourd'hui, Marc Fesneau, ministre de la Souveraineté alimentaire, c'est prendre en compte la nécessité pour l'ensemble des concitoyens de pouvoir se nourrir, de trouver les denrées alimentaires dont ils ont besoin et de promouvoir des politiques publiques qui vont nous permettre tout simplement de les produire sur le sol français, mais aussi d'avoir de la cohérence avec nos politiques européennes pour que le continent européen ne puisse, dans le cadre que nous connaissons avec la guerre en Ukraine qui aujourd'hui a fragilisé les fondamentaux des politiques alimentaires mondiales, nous puissions demain subvenir totalement à nos besoins. Et puis une inflation très forte, on le sait. Irène Tholeret, en 2020, vous avez été nommée parlementaire européenne de l'année pour votre travail justement sur l'alimentation durable. Est-ce que la sécurité alimentaire, qui est un autre pôle, mais qui se rejoignent évidemment, est un sujet central au niveau européen ? C'est aujourd'hui un sujet central au niveau européen et ça va l'être encore plus avec la nouvelle campagne et la nouvelle mandature. Comme Stéphane Travert l'a dit, la guerre de la Russie sur l'Ukraine met vraiment en danger les équilibres pour la sécurité alimentaire mondiale. Et il est important que l'Union européenne joue toute sa place pour qu'on sache produire notre alimentation, qu'on en gâche le moins possible, qu'on ait des agriculteurs qui aient des revenus durables, que l'ensemble des choses fasse une alimentation qui soit... qui touche tout le monde et qu'on soit au rendez-vous puisque cette crise alimentaire et énergétique touche tous les Européens. Emmanuel Macron était le premier à dire que tout se jouait surtout au niveau européen. Déjà, un premier mot pour ceux qui nous suivent et qui doutent encore. La PAC, la politique agricole commune, je crois que c'était en place en 62 si je ne me trompe pas, c'est cela. Bon. Nous a-t-elle permis d'atteindre un niveau de souveraineté alimentaire ? Est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers, j'allais dire, comme on dit PAC, politique agricole commune, une politique alimentaire commune ? Irène. Oui, une politique agricole et alimentaire commune, dans le sens où quand la PAC a été mise en place en 1962, c'était déjà avec une vocation de nourrir toute la population européenne, puisqu'on a eu des tickets de rationnement jusque dans les années 60, suite à la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il y a des choses qui ont évolué et on a découvert avec la guerre en Ukraine qu'on pouvait avoir des dépendances sur certaines matières premières agricoles dont on avait un besoin crucial. Des engrais, par exemple, donc c'est important qu'au niveau de l'Union européenne, on sache produire des engrais décarbonés, mais également les protéines végétales, qu'on soit peut-être moins importateur et plus producteur. De façon générale, qu'on questionne non pas seulement la production agricole, mais comment on la transforme au niveau alimentation et que vérifier que sur toute cette chaîne, on n'ait pas une dépendance qui puisse nous mettre en difficulté et qu'au contraire, on a l'agriculture la plus vertueuse du monde, donc donnons-lui la possibilité de tous nous nourrir et de transformer cette agriculture en alimentation le mieux possible en Europe. Alors, effectivement, la plus vertueuse du monde, mais on le sait, on l'a vu, Emmanuel Macron a été clairement bousculé par les agriculteurs au Salon de l'Agriculture il y a peu de temps, 13 heures de négociation, on l'a vu. Est-ce que Stéphane Travert, ce lien de confiance, à votre avis, avec ceux qui nous nourrissent, est rompu aujourd'hui ? Non, il n'est pas rompu, mais l'agriculture est un secteur, une économie qui connaît des crises structurelles, conjoncturelles, de façon régulière. Et le président de la République, les responsables politiques sont là pour trouver des solutions à ces crises. Nous avons répondu, par exemple, à la crise laitière avec Egalim, les États généraux de l'alimentation, pour améliorer le revenu des agriculteurs, pour faire en sorte que demain, nous ayons une production agricole qui soit plus sûre, plus saine, plus durable. Et le président de la République s'est engagé à faire les Egalim européens parce que nous avons besoin de cohérence européenne. Et aujourd'hui, les agriculteurs, dans la
la crise qui a secoué ce premier jour du Salon de l'agriculture et qui a secoué nos territoires, eh bien, ils venaient nous dire qu'ils étaient là pour produire, mais que les contraintes normatives qui pesaient sur eux les mettaient en concurrence directe avec des pays européens parfois de façon déloyale. Et donc nous avons cette obligation de leur donner les mêmes outils pour pouvoir produire une alimentation qui est attendue par nos concitoyens, de pouvoir répondre aux attentes sociétales, qu'ils puissent gagner leur vie sur le travail qu'ils mènent jour après jour et que nous soyons au rendez-vous de la compétitivité des exploitations. Parler de l'agriculture, c'est évidemment parler de l'alimentation. Margot Billot, vous êtes, je le disais, responsable pôle communication du Salon de la nutrition qui va démarrer, je crois, jeudi. Vendredi. Vendredi, pardon. Le 15 et 16 mars. 15 et 16 mars. Margot Billot, quand vous entendez effectivement tous ces mots de Stéphane Travert et d'Irène Tolleret, quand on voit à quel point de jeunes agriculteurs ont manifesté justement au sein de l'agriculture pour dire à quel point c'était difficile, on voit de moins en moins de jeunes se lancer dans ce métier. Ils sont aussi là, probablement, dans la nutrition pour certains. Ils viennent vous parler. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à leur côté ? On les comprend totalement dans leur travail ils travaillent avec acharnement, ils font tout pour qu'on ait une très bonne alimentation et c'est vrai que beaucoup de Français actuellement ne consomment pas forcément des produits locaux alors que le manger de façon locale est primordial pour la santé. Il faut favoriser les circuits courts, choses comme ça. Donc je comprends totalement le fait qu'ils travaillent, Irène Tolleret, modifier les règles européennes de la concurrence pour permettre aux agriculteurs, aux producteurs, aux exploitants et bien justement de faire le poids face à la grande distribution. Est-ce que ça fait partie de votre combat aussi ? Est-ce que c'est un combat que vous menez depuis longtemps ? Bien sûr, avec d'autres parlementaires européens, dès l'année dernière, on avait dénoncé ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce besoin d'avoir des égalimes au niveau européen. Le fait que la très bonne loi française mise pour justement faire qu'on protège le revenu des agriculteurs en France était détournée par des centrales d'achat qui allaient se localiser de manière temporaire le temps de faire les négociations dans d'autres pays européens. Donc c'est essentiel puisqu'on a bien vu que ces manifestations, elles n'étaient pas qu'en France, elles étaient européennes et que ce besoin d'avoir du revenu, d'être respecté dans leur métier, y compris dans le prix auquel on paye notre alimentation, le juste prix, c'était une demande transversale de tous les agriculteurs européens. Donc c'est essentiel qu'on soit au rendez-vous de ces égalimes européens et on tiendra notre part. Stéphane Travert. Oui, moi je souscris totalement à ce que dit Irène Tolleret. Nous devons donner de la cohérence à nos politiques européennes. Rappeler que la France aussi est le premier pays bénéficiaire du retour de la PAC. La politique agricole commune, elle n'a pas toujours permis d'éviter les crises, bien évidemment, les crises structurelles et conjoncturelles dans un certain nombre de filières, mais elle a permis quand même de structurer les filières. 10 milliards d'euros qui reviennent chaque année pour l'agriculture française. C'est donner des outils en termes d'innovation, en termes d'investissement, en termes de recherche à nos agriculteurs pour demain répondre aux attentes sociétales. Et oui, vous avez raison, Mme Billot, les agriculteurs travaillent beaucoup, ils travaillent énormément. Nous avons une vocation en France à pouvoir exporter les produits que nous fabriquons, que les éleveurs produisent, mais nous avons aussi vocation à nourrir les structures locales, à revenir sur le localisme agricole parce que tout simplement nos concitoyens y sont attachés, parce que c'est une manière de servir la politique économique dans nos territoires. C'est une manière aussi tout simplement de faire confiance aux agriculteurs qui sont autour de chez nous. Alors quand on parle des agriculteurs, je le disais, on parle de l'alimentation chez les jeunes, on est sur School TV, première chaîne dédiée à l'éducation. On va parler de cette légende urbaine, parce que déjà, est-ce que c'est une légende qui dit que les jeunes ne mangent que des burgers, des sandwichs, des plats surgelés? Est-ce que c'est réel finalement, Margot Billot? Il y a de tout, mais je pense que oui, il y a quand même une grande part des jeunes qui mangent des plats préparés, des plats surgelés.
Pourquoi ? Parce que c'est un moyen rapide. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'ont pas toutes les clés en main pour cuisiner. Il y en a qui ne savent pas cuisiner, il y en a qui n'ont pas assez de moyens en termes matériels, en termes de savoir-faire pour cuisiner. Et c'est vrai que selon différentes études, selon différentes recherches, on voit que de plus en plus de jeunes s'orientent vers le type de fast-food, des pizzas surgelées, aussi le fait que Uber Eats, ce soit tout ce qui est les plats livrés, ce soit démocratisé d'une façon assez impressionnante. Et donc, beaucoup de jeunes choisissent la facilité. D'où la nécessité d'une éducation, je vais y arriver, à l'alimentation soit nécessaire. Oui, je pense que c'est nécessaire. Moi-même, quand j'étais collégien, on avait, au collège où j'étais, des cours de cuisine. Et je pense que le programme national à l'alimentation que veut lancer Olivia Grégoire va plutôt dans le bon sens parce que ça va permettre de lutter pour l'égalité des chances. Ça va être aussi un enjeu de santé publique parce que, comme vous le disiez très bien, les habitudes de consommation, elles ont changé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et on se réfugie vers des plats qui sont ultra transformés. C'est le fameux trop de gras, trop de sel, trop de sucre. Et c'est comment on arrive, à travers la pédagogie, alors c'est dans les familles, mais c'est aussi à l'école, à ramener, à conscientiser les futures générations et les jeunes générations à considérer que ce n'est pas parce qu'on va acheter un plat qui est tout prêt qu'on va forcément bien manger, mais que parfois, en travaillant sur les produits de saison, en faisant des choix et en prenant le temps aussi de cuisiner, parfois, ce sont des atouts qui permettent de servir notre modèle agricole, d'une part, mais qui aussi permettent d'être en meilleure santé, de lutter contre l'obésité, de lutter contre les pathologies que l'on attrape aussi ensuite à l'âge adulte, c'est le diabète, le cholestérol, etc. Et donc, ce programme national d'éducation à l'alimentation, il va dans le bon sens et il s'accompagne aussi des aides qui sont apportées sur les Crous, par exemple, avec le repas étudiant à 1 €. Mais pour autant, il faut aussi, dans ce programme national à l'alimentation, qu'il y ait un dialogue avec l'ensemble des gestionnaires des cantines dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, mais aussi avec les maires dans les communes pour qu'on se dirige aussi vers des choix alimentaires de qualité et que l'on achète aussi une alimentation qui est produite au niveau local ou produite sur le territoire national. Irène Tolleray, comme je le disais, vous êtes députée européenne. Quand on voit à quel point de nombreux jeunes n'arrivent pas du tout à manger à leur faim, sont vraiment attentifs à ce qu'ils achètent à la fois sur les marchés et dans les supermarchés, sont attentifs à ce qu'ils mangent. Certains mangent qu'une seule fois par jour. Ceux qui ont la chance effectivement de pouvoir avoir accès aux Crous et aux repas à 1 € disent combien c'est difficile. Beaucoup de jeunes aussi qui dorment dans leur voiture et autres, mais ça c'est un autre sujet. Mais sur le problème de l'alimentation, quel est le poids de l'Europe là-dessus, l'impact de l'Europe et qu'est-ce que peut faire justement l'Europe pour aider en tout cas les jeunes Français? Alors aujourd'hui, on a déjà des programmes européens qui existent dans les écoles avec, ça s'appelle un fruit pour la récré ou des produits laitiers qui sont distribués dans les écoles et qui s'approvisionnent localement. On a d'ailleurs flexibilisé un tout petit peu ce programme européen pour qu'il puisse aller, y compris dans du financement de programmes d'éducation à l'alimentation, comme l'a très bien dit Stéphane Travert. Ça commence aussi là. On a besoin de plus d'Europe, d'échanger avec les pratiques d'autres pays. Par exemple, l'Italie, ils savent plus faire à manger que nous. Et donc, ils sont un peu moins dépendants de ces produits ultra transformés qui sont en fait un petit peu des pièges. C'est-à-dire que la notion de fast-food, eh bien, on passe à côté d'un des grands plaisirs de la vie, qui est de cuisiner. Ça coûte moins cher. Et de cuisiner avec des amis et manger avec des amis, c'est aussi ce partage dont parlait déjà Platon dans le banquet et qui fait qu'on arrive à faire société, à s'approprier nos produits locaux. L'Union européenne, elle est présente dans la protection de tous ces programmes alimentaires, y compris jusqu'aux produits de qualité. Et donc, bien entendu, qu'il faut qu'on aille plus loin dans ces programmes alimentaires pour accompagner plus qu'à l'école, mais peut-être aller plus loin au niveau des études supérieures. Et de façon générale, tous ceux qui n'ont pas les moyens
de payer leur alimentation. L'Union européenne, elle est présente. Et d'ailleurs, nous avons augmenté les budgets d'un fonds qui est un des principaux financeurs de l'aide alimentaire, les Restos du Cœur et ça. C'est pas satisfaisant. L'idéal, c'est qu'on ait une société européenne qui arrive, où tout le monde arrive à financer son alimentation. Ça passe par un changement important de notre relation à l'alimentation, d'arrêter ce gâchis monstrueux et donc de travailler tous ensemble depuis la plus petite école, le collège, les lycées, pour qu'on gâche moins, on valorise l'ensemble des produits de saison, on ait cette éducation et ces financements pour manger mieux tous, tels que nous soyons. Une réaction, Margot Billot, à ce qui vient d'être dit, et notamment sur l'appellation aussi du salon, hein, dont je rappelle, vous êtes responsable pôle communication. Salon de la nutrition, ce qui veut, c'est pas la même chose que de l'alimentation, on est d'accord, hein. Oui, non, vraiment, il y a une notion de santé. Oui. Dans ce salon, on va vraiment, nous, notre rôle, c'est vraiment de donner toutes les clés en main aux parents et aux enfants et aux jeunes enfants pour que justement qu'ils aient toutes les clés en main pour avoir une bonne alimentation et une bonne santé. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi le thème Manger un jeu d'enfant. Ça concerne les enfants. Et on a voulu garder le plaisir, mais vraiment avoir un impact santé. On a par exemple une conférence vraiment dédiée à l'obésité. On associe le sport. On a une conférence aussi sur les produits sucrés. Donc on va aussi parler de diabète. On a vraiment voulu mettre en avant le côté santé et alimentaire. Après la beauté, le sport, la mode et le style de vie, sachez quand même que la food, on appelle ça comme ça, la food maintenant, est la 5e thématique la plus consultée sur les réseaux sociaux par la jeune génération. Avec environ 106 millions de posts healthy recensés sur Instagram. Est-ce que ça veut dire quand même que ça les préoccupe ou du moins qu'ils s'intéressent justement à cette notion de fooding, de plaisir en tout cas, de partager, de voir, de peut-être pourquoi pas cuisiner si un jour ils en auraient l'occasion? Oui, les réseaux sociaux ont un certain impact chez les jeunes. Et c'est vrai qu'en tant que responsable communication, je vois partout des menus, beaucoup de réels maintenant, ou reels, tout dépend comment on le dit, sur de comment faire une recette saine. Souvent, il y a même comme un thème, le food hack. C'est partir par exemple d'un burger qui est, disons, moins équilibré et en fait on va le transformer pour le rendre équilibré. Il y a beaucoup de vidéos de comment on fait, on vire tout. On regarde que le c'est caché, on fait quoi? Par exemple en fait ça change complètement la recette, mais il y en a qui vont partir sur du végétal, choses comme ça. Mais oui, c'est sûr que les réseaux sociaux ont un impact et maintenant la nutrition est devenue presque tendance sur les réseaux. Alors peut-être qu'il faudrait-il justement, pourquoi pas, avoir une influence plus positive et plus éducationnelle, je ne sais même pas si ça se dit, via les réseaux sociaux, Stéphane Travers? Oui, les réseaux sociaux jouent un rôle très important, on le voit bien. Aujourd'hui, on associe une alimentation saine avec une bonne santé. C'est comme faire du sport, la pratique du sport de façon régulière. Il y a la notion de goût, il y a la notion de plaisir, la notion de partage. Et tout ça, ça peut se traduire effectivement à travers les réseaux sociaux. Il suffit de voir les comptes Instagram où on a des plats qui sont pris en photo. Maintenant, les gens ils vont au restaurant, ils prennent en photo le plat qu'ils vont manger et ils partagent à leur communauté. Donc ce sont des instants de plaisir que l'on a autour d'une table avec des amis ou en famille, et on essaye de les faire partager aussi à une communauté, et en même temps de passer le message que 3 fois par jour, eh bien, on a la possibilité, la capacité de pouvoir magnifier nos produits agricoles. 3 fois par jour, on a la capacité de faire des choix qui vont déterminer aussi un certain nombre de choses après sur notre santé, notre capacité aussi à faire des choix alimentaires qui aillent dans le sens de la société tout simplement, et de faire en sorte que aujourd'hui cette éducation à l'alimentation elle soit totalement intégrée et bien présente, je dirais à la fois dans les familles mais aussi dans le domaine de l'éducation. Votre avis là-dessus, Irène Toleret, parce qu'on ne prend pas le risque avec les réseaux sociaux de suivre aussi des pratiques qui seraient mauvaises pour la santé? Je pense évidemment à tous les régimes par exemple sans lipides ou sans protéines, enfin ou autres, et qui ne seraient pas forcément recommandés par les médecins. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on ait un programme solide autour de l'éducation à l'alimentation, comme l'a proposé la ministre Olivia Grégoire. Je pense que ça, c'est essentiel. Après, je viens d'un petit village rural
Et notre association de village, elle fait des fêtes où on mange. Donc on fait ensemble la paella, où on fait ensemble la choucroute, on se retrouve à 300. On a mangé, ce sont des produits locaux et on mange tous ensemble. Et ça, franchement, c'est des choses qui sont très sympas à échanger. Il ne faut pas oublier que manger ensemble, c'est un moment d'échange. Et ça aussi peut permettre, l'échange est aussi un moyen d'améliorer notre alimentation. Comme le disait très bien Stéphane Travers, il faut qu'on mange mieux. Et manger mieux, c'est aussi gâcher moins, parce qu'on peut peut-être avoir un plus petit bout de viande de meilleure qualité, et à côté de ça, d'autres jours dans la semaine, manger des protéines végétales ou un œuf ou une tranche de jambon. Et donc cette éducation à l'alimentation, elle peut se faire en dehors des réseaux sociaux, dans la vraie vie, avec les amis, et c'est tout ce que je souhaite aux jeunes qui nous écoutent. Alors, on parlait évidemment, Margot Billot, de la nécessité d'avoir une éducation à l'alimentation, la possibilité d'apprendre effectivement à cuisiner, de connaître, de savoir reconnaître déjà ce que sont les fruits et légumes. Il n'y a pas si longtemps, une étude est sortie où on disait qu'en fait, les jeunes n'arrivaient même pas à reconnaître, à dissocier une aubergine d'une courgette. Est-ce que aussi, et on va revenir à quelque chose d'assez basique, mais qui est tellement malheureusement vrai, ce n'est pas le principal frein, n'est pas le prix, tout simplement, de l'alimentation aujourd'hui? Non, il n'y a pas que le prix, ça en fait partie, mais il y a aussi le manque de connaissances. Et par contre, je pense que les réseaux sociaux, ici, ont un impact quand même. Sur la connaissance ou sur le prix? Sur la connaissance des produits alimentaires. Ouais. On en voit tellement beaucoup. Par contre, c'est vrai que oui, le prix en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Au sein de la nutrition, vous avez donné la possibilité à des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs aussi, d'apprendre à consommer sainement, intelligemment, mais pour des prix qui restent corrects? Ah oui, le salon est un événement gratuit. Justement, notre but, c'était vraiment qu'il puisse être accessible à tous, même aux familles les plus défavorisées, mais qui veuillent qui viennent pour but de s'instruire. Nous, on a voulu vraiment rendre un salon très accessible pour tout le monde et qui balaye un peu tous les thèmes. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi une société où on irait plus manger localement, mais en allant, pour ceux qui sont plus urbains, comme nous ici, on enregistre, nous sommes à Paris, pour aller peut-être vers des agriculteurs, des exploitations qui sont juste à côté, auxquelles on n'a pas accès parce qu'on a le réflexe d'aller chez des commerçants ou chez des grandes surfaces, pour aller peut-être vers les petits producteurs? Le ministère de l'Agriculture avait mis en place une plateforme qui s'appelle frais.fr. Et vous avez, par département, toute une liste de producteurs qui font de la vente à la ferme ou qui font de la transformation de produits laitiers, de fromages, de légumes, compotes, confitures, etc. Et c'est une manière aussi d'aller rendre visite aux agriculteurs, de discuter avec eux, d'échanger sur leurs pratiques professionnelles et puis aussi de trouver des produits qui répondent à ces enjeux de nutrition santé, à ces enjeux autour du goût qui est très important, et puis dans le même temps d'offrir des débouchés commerciaux à ces agriculteurs, parce que la question du revenu, c'est celle-là qui est aussi déterminante, le revenu pour acheter à manger, mais le revenu pour les agriculteurs, pour leur permettre d'investir, pour pouvoir mieux produire pour nos concitoyens. Et puis cultiver aussi cette notion du goût, parce qu'en fait les jeunes n'ont peut-être pas forcément cette notion-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mangé finalement toujours la même chose, parce que faute de connaissances, de culture ou aussi d'argent, je le répète, peut-être qu'on n'est pas forcément habitué à la pluralité, à l'éveil des sens. C'est la saisonnalité. Si vous mangez des fraises lorsque c'est la saison, les fraises, elles ont bon goût. C'est même le cas pour les tomates. Manger de la fraise de Réville dans la Manche ou de la fraise de Plougastel quand c'est la saison, vous les trouverez délicieuses. Manger des fraises en hiver, vous les trouverez fades, et puis parce qu'elles ont passé un certain temps en congélation. Et donc voilà, c'est retrouver aussi des pratiques alimentaires qui soient qui fassent confiance à la saisonnalité, et des pratiques alimentaires qui mettent... En fait, quelque part, c'est l'équilibre de l'assiette. Une assiette, c'est quoi? C'est un équilibre entre des protéines végétales, des protéines animales, des vitamines avec des légumes. Vous parliez tout à l'heure du manger 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, la filière légumes, elle a un petit peu changé son slogan. C'est des fruits et légumes, c'est tant qu'on veut,
et quand on veut. Ah oui, si on en veut 7 par jour, ça marche, voilà, on a le droit. On peut en manger un maximum, on n'en sera jamais malade parce que c'est bon pour la santé. Alors on rappelle que donc, le salon de la nutrition démarre ce vendredi, donc vendredi et samedi. Ça se passe où exactement? Ça se passe donc dans le 11e arrondissement, près de République, 13 rue à Paris. C'est ça, à Paris, 13 rue de la Fontaine-au-Roi. Donc c'est un événement gratuit, ouvert à tous, donc famille, professionnels, enfants, étudiants. Et donc ça se déroule en journée de 9h à 17h. Donc on peut à la fois évidemment déguster, apprendre, échanger, comprendre, poser des questions et puis effectivement travailler sur à la fois l'alimentation et aussi sur le rapport avec la santé, sur la nécessité aussi de se supplémenter peut-être aussi en fer ou autre pour les jeunes qui ont besoin aussi de tous ces vitamines et minéraux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Stéphane Travers ainsi que Margot Billot. Merci Irène Tolleret également d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet si important et intéressant qu'est l'alimentation. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Yolène Guérive. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Yolène. Vous êtes directrice générale chez Partage avec les enfants du monde. Partage, c'est une très très belle association qui a 50 ans maintenant. Une association qui œuvre donc avec les enfants du monde. Et vous allez nous expliquer dans quelle mesure est née surtout cette association. Alors, Partage est né il y a 50 ans. En effet, les fondateurs étaient vraiment très sensibles à la cause des enfants, notamment pendant la guerre du Vietnam. Et puis, au fil de ces 50 années, des conflits ont parsemé le monde. Il y a des millions d'enfants à travers le monde démunis, vulnérables. Aujourd'hui, on compte 244 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés à travers le monde. On compte 1 enfant sur 10 qui souffre de malnutrition. Donc, on a vraiment, 50 ans après, toujours l'énergie pour se mobiliser autour des droits de l'enfant, défendre les droits de l'enfant à travers le monde. Et aujourd'hui, on est dans 18 pays. On travaille avec 27 partenaires nationaux. Systématiquement, on va travailler avec des ONG nationales du pays, experts de l'enfance, et on va essayer de construire avec elles des programmes adaptés aux besoins des enfants de chaque pays. Alors, un exemple de programme, vous me parliez juste avant l'antenne des Comores. Racontez-moi. Alors oui, nous travaillons aux Comores depuis maintenant plus de 20 ans avec une organisation qui s'appelle Maesha. On travaille dans 25 écoles publiques. Et avec cette association, notre but, c'est d'offrir la meilleure qualité possible d'éducation à ces enfants. Il faut savoir qu'aux Comores, il y a 1 enfant sur 2 qui n'a pas de scolarité suivie. Donc il va y avoir des années blanches, ou alors ils vont sortir très tôt, décrochés du système scolaire. Donc on travaille avec cette organisation à améliorer la qualité de l'accès et la qualité de l'éducation. Donc on va apporter du matériel scolaire, on va travailler avec les professeurs pour renforcer aussi leurs compétences. On travaille notamment avec l'équivalent de l'IUFM pour cela. Donc de la formation. Voilà, beaucoup de formation, du matériel. On travaille sur des pédagogies actives et puis on travaille aussi sur les cantines scolaires parce qu'un enfant qui mange correctement, c'est un enfant qui apprend bien, c'est un enfant qui reste à l'école, qui revient à l'école. Donc, et ça a fait travailler aussi toute la communauté autour de l'école. C'est ça, c'est travailler aussi avec les partenaires locaux pour pouvoir réussir à récupérer en fait une nourriture saine et équilibrée aussi pour ces enfants. Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler avec tous les acteurs qui entourent les enfants, qui accompagnent les enfants, qui luttent pour leurs droits et que l'action puisse rayonner sur tout le territoire. Un autre exemple de programme mené en Égypte ? Alors en Égypte, on travaille avec 35 écoles. Notre partenaire s'appelle l'AED, c'est une grande organisation égyptienne qui a vraiment une reconnaissance importante. Et là, on va aussi travailler sur les questions d'alimentation, d'éducation, de santé, de développement communautaire. Et avec ce partenaire en Égypte, on a des actions aussi d'éducation à la citoyenneté, où les enfants sont vraiment des acteurs, des projets, des programmes, où ils vont mener leurs projets de sensibilisation, d'action. Et c'est des enfants aussi qu'on va accompagner dans toutes les activités artistiques, sportives, pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. L'éducation à la citoyenneté en Égypte, par exemple, qu'est-ce que vous leur proposez comme type d'atelier ou de travail ? Alors, on a un très grand projet transnational qu'on appelle Enfants du monde pour les objectifs de développement durable, où on a des écoles de France, du Bénin, du Cambodge et d'Égypte qui travaillent ensemble sur des projets similaires.
au travers de visio notamment, les enfants vont choisir des projets, le même thème, le même projet. C'est des projets de sensibilisation de leur communauté aux droits de l'enfant. Ils vont choisir par exemple l'égalité filles-garçons, les questions d'environnement viable ou des questions de droit à l'éducation par exemple. Et ils vont imaginer un projet. Alors ça peut être une pièce de théâtre, un match de foot mixte, une exposition photo, une course solidaire. Et ils construisent ces projets-là, ils s'en parlent, ils échangent, ils se conseillent les uns les autres sur les projets. Et puis ensuite, ils sensibilisent leur propre communauté sur la question, l'enjeu. Et puis, donc, ça crée à la fois, ça rend ces enfants acteurs, citoyens du monde, et puis ça les ouvre aussi sur le reste du monde, d'autres manières de voir le monde, de penser le monde. On est persuadé que c'est la clé de la paix depuis 50 ans. Donc, c'est ce à quoi on essaye de travailler. Ouais. Vous avez raison. La citoyenneté, est-ce que c'est un mot qui leur parle en fonction des différents endroits où vous êtes, hein? Je ne sais plus exactement, j'ai une carte du monde absolument géniale là, mais évidemment je ne la trouve pas quand je la cherche, qui recense toutes les antennes que vous avez dans le monde. Hein. Vous me l'avez dit, je ne sais plus combien, vous m'avez dit d'antennes. Alors on travaille dans 18 pays et on travaille avec 27 partenaires nationaux. Qui sont tous différents, qui ont tous des approches particulières, mais dont le point commun, c'est vraiment la défense des droits de l'enfant. Et donc la citoyenneté, oui, écoutez, c'est quelque chose, dès qu'on parle droits de l'enfant, on est sur une convention internationale qui a été ratifiée par la quasi-totalité des États dans le monde. Et donc, chaque enfant se retrouve dans cette convention, dans des droits qui sont universels. Et effectivement, la notion de citoyenneté, elle est discutée, elle est débattue. Et elle consiste effectivement à connaître ses droits, ses devoirs, à les défendre. Et oui, on est sur des échanges très, très profonds entre enfants qui utilisent avec leurs mots... qui décrivent avec leurs mots leur quotidien vis-à-vis de cette convention internationale. Et vis-à-vis aussi peut-être de leur envie de pouvoir être égaux face à l'apprentissage, face à leur droit d'aller à l'école, d'apprendre. Tout à fait, mais alors la question de l'égalité, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, parce qu'ils choisissent leur thème, et dans plus de la moitié des cas, la question de l'égalité, et notamment l'égalité filles-garçons, l'égalité des genres et des sexes, c'est quelque chose qui ressort très très souvent. Et ils sont très, très demandeurs. Et c'est vrai que du haut de leurs 8-12 ans, on sent vraiment que c'est un sujet qui les anime, qui parfois même peut les révolter. Et on sent autant filles que garçons le souhait d'agir et d'être acteurs. Surtout en France, les enfants n'ont pas forcément conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir aller à l'école, mais dans beaucoup d'autres pays, les enfants le réclament. Peut-être que vous êtes confrontés, effectivement, à travers les actions que vous menez avec Partage, face à ces enfants qui ont envie, justement, de pouvoir apprendre comme les autres. Oui, tout à fait. Bah oui, ça crée des moments très forts où on découvre les réalités d'un autre pays, les difficultés d'un autre pays. Et ça déconstruit les préjugés, autant pour les enfants français que pour les enfants qui sont en Égypte ou au Cambodge, qui imaginent aussi la vie des petits Français d'une certaine manière. Donc c'est des moments assez forts de déconstruction des préjugés, de ce qu'on imagine de l'autre, mais aussi de ce qu'on est soi-même. Et puis on est rarement, en plus, même en France, une masse d'enfants hétérogènes. Donc homogène, donc c'est plutôt hétérogène. Donc ça déconstruit assez fortement les préjugés. Et l'autre chose sur ce type de projet dans les écoles en France, c'est que finalement, ça permet aussi à des enfants qui sont peut-être moins à l'aise avec les matières très académiques de s'exprimer, de développer des compétences. Et ça, on l'a ressenti très très fort auprès des centaines d'enfants avec lesquels on a travaillé l'année dernière. Vraiment un moyen aussi d'expression d'enfants qui peut-être ont plus de difficultés avec les matières classiques. Alors justement, sensibiliser les enfants à leurs droits, aux droits des enfants et aussi les adultes par ces biais-là, ça peut se faire de 1000 manières différentes, mais notamment aussi au travers de tournées artistiques que vous organisez depuis 2013, en offrant donc aux enfants de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent, comme vous le dites, mais sur scène, donc par la danse, par le chant, par l'art en général, la musique. Et vous l'avez déjà fait, donc il me semble, en Équateur, à Madagascar et en Palestine, et là bientôt en Égypte. Alors, vous l'avez appris ce matin, ça devait démarrer ces jours-ci en France, une tournée avec 21 chanteurs et danseurs égyptiens qui venaient. Ça risque d'être reporté, c'est cela ? Oui, alors tout de suite, je pense à Karas, Mekal, Mariam, Mena. Ils sont 21 enfants égyptiens qui devaient arriver vendredi soir à Roissy pour pouvoir présenter leur art.
des chorales, mais aussi la danse du bâton, le tartib, qui est un art martial égyptien ancestral, historiquement réservé aux hommes, et des jeunes filles devaient le pratiquer en France. Et oui, effectivement, on a été contraint de reporter cette tournée pour des raisons bêtement administratives et de visa. Alors on est extrêmement déçus, surpris. On a eu l'information extrêmement tardivement par rapport à leur venue en France, qui ne nous laisse finalement que très peu de temps pour comprendre et faire le recours qu'il se doit. Donc bon, on y travaille et on a pris cette décision de la reporter à l'année prochaine de manière à être bien prêts. Et pour vous présenter ce spectacle incroyable. Donc, les enfants vont se produire dans 8 villes de France, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier. Ils devaient se produire aussi sur la scène de l'UNESCO face à la délégation égyptienne à l'UNESCO qui a fait des pieds et des mains aussi pour pouvoir organiser ce moment-là. Et qui vous soutient aujourd'hui avec cette annonce qui est difficile pour vous. Voilà, donc c'est une annonce difficile, mais on a une équipe de bénévoles. On a des bénévoles incroyables. Il y a 12 antennes bénévoles en France. Ils sont 270 bénévoles. Ils avaient organisé cette tournée d'une main de maître pour des frais extrêmement limités puisqu'ils ont des très très bons contacts auprès des salles, des hébergements. Donc ça va nous permettre de limiter les dégâts, je dirais, matériels par rapport au report de cette tournée. Et ce qu'on espère, c'est garder toute l'énergie, que les enfants gardent l'énergie, parce qu'évidemment, les enfants égyptiens, ils ont vraiment pris... Voilà, ça comme un grand choc. Donc on pense vraiment à eux, on va les accompagner dans ce moment. Oui. On est en train d'organiser tout de même des échanges en visio avec les enfants français qui les attendaient pour pouvoir échanger quand même autour de leur art et puis de leur venue l'année prochaine, à la même période. Cet événement visio, effectivement, dans ces fameuses classes et différentes villes, ce serait peut-être une bonne idée. En 2024, il y aura les Jeux olympiques et paralympiques. En 2025, il y aura cette fameuse tournée partage, 50 ans avec partage. 21 artistes, petits-enfants égyptiens qui viendront donc chanter et danser et faire leur tournée dans les 8 villes de France. Donc on a hâte. On a hâte de 2025 du coup. Voilà. Et on les embrasse, on pense très très fort à eux, bien entendu. Merci beaucoup Yolène Guérive d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes directrice générale chez Partage avec les enfants du monde. Merci. Merci. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la Miss France 2019, Vaimalama Chavez. Est-ce que si tu n'avais pas fait Miss France, tu avais d'autres ambitions professionnelles? Tu avais un rêve de métier que tu avais dans l'enfance? Ouais, le premier truc que je voulais faire quand j'étais petite, c'était professeur de dessin. Parce que... Tu dessines? Bah ouais, j'adore ça. Ça ne veut pas dire que je suis bonne, hein. Surtout que je n'ai pas fait l'école qu'il faut pour m'accompagner dans les croquis. Mais oui, je voulais être professeur de dessin et on m'a dit trouve-toi un vrai métier parce que celui-là, il est voué à disparaître. Mais il existe encore, ce métier? Bah ouais. Tu aurais pu l'exercer? Eh ben complètement, voilà. Et pourquoi pas reprendre le dessin aujourd'hui? Comme une passion, j'entends. On a déjà le fitness. Oui, voilà. On va prendre les choses une par une, mais non, ça m'arrive de dessiner et puis de faire des tableaux. D'ailleurs, j'en ai chez moi que j'ai fait et que j'aime bien. Parce que j'avais lu que tu te destinais à une carrière de prof dans le marketing. Et oui, aussi, parce que je ne pouvais pas être prof de dessin. Du coup, je me suis dit que je serais prof de marketing, qui est un domaine qui me plaît également. En fait, tu avais envie d'enseigner. J'avais envie de partager, ouais. D'avoir une transmission avec la nouvelle génération. Et puis il y a ça, et puis il y a le salaire, et puis il y a les vacances, même si c'est vrai qu'aujourd'hui... Non mais vraiment, c'était des arguments qui étaient pour moi valides à l'époque. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil, parce que l'horizon de l'éducation n'est pas le même que celui d'il y a 10 ans. Tu voulais conserver tes vacances, le même rythme que quand tu allais à l'école, quoi. Et c'était trop bien. Tu voulais ton week-end, tout ça, quoi. Tu sais qu'à Tahiti, nous, on a 1 mois de vacances à Noël. Ah oui? T'as vu? Et on a 2 mois de vacances de juillet. On commence fin juin et on reprend l'école mi-août. C'est une énorme coupure, 1 mois quand même à Noël. Ouais, mais on travaille, enfin on va à l'école. Nous, l'école commence à 7h du matin et parfois ça termine à 17h. Donc le rythme de travail n'est pas le même que celui de métropole non plus. On en a un peu parlé en début d'émission. Il y a la musique aussi, oui. Qui a une grande place dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que c'était le cas dans l'enfance? Eh bien, la culture polynésienne se réfère beaucoup à la musique puisqu'on a ce qu'on appelle les bringues. Je pense que vous aussi, vous avez des bringues. C'est quoi les bringues? C'est quand il y en a qui viennent avec des instruments, il y en a qui viennent avec à manger, il y en a qui viennent avec à boire et on se retrouve tous au même endroit pour partager un moment, un instant où on va chanter, danser, certains qui vont faire le michoui et puis les enfants qui courent autour et puis en fait, on profite d'un moment qu'on partage ensemble. Et finalement, le partage
et la musique, c'est assez synonyme. Et ça relève aussi de la culture polynésienne. Et tu penses que tu as su à quel moment que tu chantais bien? J'ai jamais pensé que je chantais bien, mais je chantais. Et juste, c'était suffisant pour... Dans les bringues, tu étais toujours celle qui apportait la musique, alors? Et non, dans les bringues, moi, je faisais partie de ceux qui allaient jouer avec les enfants. Pourquoi? Parce que j'ai le syndrome de Peter Pan. Mais à quel moment, alors, tu te dis, tiens, je peux faire... Parce que tu as fait un album juste à la fin de ton année de Miss France. À quel moment c'est une idée qui avait pu arriver dans ta tête? En réalité, c'est Sylvie qui m'a suggéré de faire un album parce que je chantais tout le temps. Voilà. Pour Miss France, j'étais partie avec mon ukulélé et à chaque fois que j'allais quelque part, je chantais. Quand ça allait bien, je chantais des musiques joyeuses. Quand ça allait pas bien, je chantais des musiques tristes. Mais je chantais tout le temps. Sauf quand j'étais très fatiguée. Là, je dormais en général. C'est bien, bye. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et Sylvie, elle m'a dit, mais tu sais ce que tu devrais faire? Un album. Ça te dit? Je dis, bah ouais, vas-y, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'elle m'a présenté les personnes qui m'ont accompagnée pour faire un album qui est sorti en 2020. C'est elle qui t'a donné finalement confiance là-dessus, alors? Oui, tout à fait. C'est quelque chose un peu que... Enfin, elle t'a guidée, elle a ouvert une... Ah bah sans elle, je l'aurais pas fait, bien entendu. Ça te traversait pas la tête? Pourtant, quand on pense à toi durant ton année de Miss, on te voit avec ton ukulélé, on se dit, il y a un truc. Ouais. Bah non, parce que tout le monde chante. Enfin, on chante comme... Si tu m'entends chanter, ça sera pas pareil. Mais c'est pas parce qu'on chante pas bien ou pas juste qu'on chante pas. On chante. Ah, on chante toute la journée. Et ben voilà. Mais et là, du coup, tu es en train de préparer ton album à toi? Ouais. Enfin, je veux dire, vraiment fait avec ta patte. C'est ça. Tu écris énormément. On le voit déjà sur tes réseaux sociaux. Ouais. Il y a des chansons qui sont prêtes? Il y en a 2 qui sont, je pense, plus ou moins achevées. Il y en a 4 qui sont bien entamées. Donc ça fait un total de 6 et j'en ai 3 dont j'ai les idées que j'ai commencé mais qui ne sont pas encore tout à fait. J'en ai à 9 et il m'en reste encore 3 à faire que je ne sais pas encore tout à fait ni comment commencer ni de quoi parler. Tu t'autoproduirais sur cet album? Ce serait cool, hein? Je ne sais pas encore. Pour le moment, j'ai pas l'idée de... C'est quelque chose qui t'accompagne, mais dans lequel tu ne mets pas toute ton énergie en ce moment? C'est-à-dire qu'avoir 2 projets qui sont conséquents d'un coup d'un seul et de les gérer de front, les 2 en même temps, c'est très compliqué. Donc en ce moment, je me consacre davantage à la muscu. Et puis une fois que ça se sera terminé et que je me serai libérée de ce projet-là, j'en ferai un autre qui est la musique. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Vaïma Lama Chavez. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. On devait, de manière un peu plus élaborée, dire ce que c'est que cette économie sociale et solidaire. Alors, on n'a pas 4 heures devant nous. Non, mais on va quand même détailler un peu. On va essayer d'être synthétique et pédagogique, je crois. Donc, on peut dire, comme vous l'avez dit, que depuis la loi de 2014, on reconnaît un mode d'entreprendre et de développement économique différent. Et en gros, pour être plus explicite, ça veut dire qu'on crée un bien et un service au sein d'organisations. Donc on peut avoir une entrée par statut, pour expliquer, au sein d'organisations qui sont des associations, des mutuelles, des fondations, des coopératives, mais qui surtout ont des valeurs et des principes, parce que même certaines associations pourraient ne pas répondre à ces valeurs et ces principes que je vais vous expliciter. La première, c'est qu'on dit que finalement, l'organisation doit avoir une utilité sociale. Alors, il y a une multitude de définitions de l'utilité sociale. Et oui, parce que beaucoup de choses ont une utilité sociale. Voilà. Donc, moi, je m'appuie, j'assume ce point de vue sur la définition de Jean Gadret, qui a beaucoup travaillé sur les indicateurs. Et je dis finalement, au-delà de la production d'un bien et d'un service qui est destiné à des usagers individuels, pour une organisation de l'économie sociale et solidaire, l'objectif explicite de la production de ce bien, ce serait de contribuer à la cohésion sociale. Donc ça veut dire réduction des inégalités, à la solidarité dans des espaces différents, locaux, nationaux, internationaux, la sociabilité et enfin l'amélioration des conditions collectives de développement humain durable. C'est-à-dire la santé, ça veut dire quoi? Oui. L'éducation, voilà. L'environnement. Donc est utile socialement pour moi si on répond
aux différents éléments que je viens de vous expliciter. Et pourquoi à ce moment précis, qu'est-ce qui a motivé le fait de plancher pendant 1 an comme ça? Ce qui a motivé le fait, c'est de se dire, comme je l'évoquais juste avant, le contexte a changé. La jeunesse traverse une série de crises. On évoque aussi un mal-être, grandissant. Les modalités de socialisation ont bougé. La capacité à accompagner les initiatives de jeunes ont changé. Donc il y a beaucoup de choses qu'on. C'est vraiment une mise à jour. C'est vraiment une mise à jour. Je pense que c'est le mot le plus juste. Et en donnant aussi pour nous, un cadre d'exercice à nos professionnels, aux animatrices, aux animateurs jeunesse, tels que nos collègues qui sont avec nous en lien, et en leur disant on attend quoi aujourd'hui d'une action jeunesse dans une maison des jeunes et de la culture. Voilà. Et en fonction de ce qu'on en attend, comment on s'organise pour atteindre finalement ces objectifs-là. Et on s'est dit que c'était quand même mieux de le fabriquer avec celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour cette action jeunesse dans nos associations. En réaction aux émeutes du mois de juillet 2023, le gouvernement a dévoilé une série de mesures axées sur la fermeté. Quelques mois auparavant, le président de la République avait souligné notamment la responsabilité des réseaux sociaux dans les troubles. C'est son terme qui touche notre pays. Vous qui êtes devant des élèves tous les jours ou presque, est-ce que vous partagez son analyse et est-ce que être enseignant à l'ère du numérique, c'est plus compliqué qu'avant ? Je pense que chaque période a ses difficultés. Voilà. Et c'est à nous de les traiter, c'est nous les adultes, en fait. Et moi, c'est ça que je dis, nous sommes les adultes. Ce n'est pas à nos enfants de décider si l'ordinateur ou si le smartphone est bon pour eux ou pas. C'est à nous, adultes, à un moment donné, de voir qu'il y a peut-être un problème et c'est à nous de dire stop. Voilà. Donc votre démarche, c'est d'aider quelque part les élèves. Et nous, on aimerait aider les parents aussi à aider leurs enfants. Et on est très favorable à ce qu'on appellerait une école des parents, enfin, où on est des lieux où on puisse discuter de tout ça, que les parents puissent venir parler. Et on se rend compte, quand on regarde des reportages ou quand on parle à des médecins, que les parents n'ont pas forcément de tabou là-dessus. Et notamment les personnes qui ont besoin d'être aidées parce qu'elles sont éloignées du numérique par leur culture, par le fait qu'ils n'aient pas le temps, parce qu'ils ont un travail qui n'utilise pas le numérique et qui n'ont jamais appris à s'en servir. Et en fait, ces parents-là, quand on leur parle, ils disent la vérité. Enfin, ils parlent sans avoir honte de dire que oui, leur enfant, en fait, il passe pratiquement toute la soirée devant un écran. Ouais. Voilà. Et ils demandent de l'aide. Et alors après, il y a tous les problèmes liés aux réseaux sociaux, où là, on a des enfants qui sont inscrits sur des réseaux sociaux qui sont normalement interdits aux moins de 16 ans dès l'école primaire. Donc là, on se pose vraiment une vraie question. Et c'est des parents on a plein de parents qui ne savent pas mettre un contrôle parental en place, qui pensent qu'acheter un smartphone, ça va permettre à leurs enfants de faire des études extraordinaires. Un peu plus de 10% de l'emploi salarié en France. Et cette semaine de l'ESS, elle sert aussi à cela, à promouvoir les métiers. 750 000 emplois sont en effet à renouveler dans les entreprises de l'ESS d'ici 2025. Il y a donc dans cette semaine aussi une dimension, Sylvie, d'accompagnement à l'orientation. Par quoi passe-t-elle ? Mais justement, le fil conducteur, on pourrait dire, c'est que si j'ai fait l'expérience, moi, au collège et au lycée, par exemple, moi, un élève, de ce que c'est qu'un projet d'économie sociale ou solidaire, j'ai peut-être travaillé en partenariat avec une association bénévole parce que j'ai organisé une banque alimentaire. Finalement, c'est toujours pareil, c'est en faisant qu'on apprend, donc je vais percevoir un périmètre de structure que peut-être je n'avais pas connu. Je vais savoir ce que c'est qu'une association, la coopérative, et peut-être que je peux m'y projeter. Et dans l'étude d'impact qu'on fait, on demande aux élèves, est-ce que ça vous intéresserait finalement, parce que vous avez vécu ce projet en classe avec vos collègues et vos enseignantes et enseignants, de travailler ou de faire un stage dans l'économie sociale et solidaire. 38% d'entre eux, après avoir vécu cette action, souhaitent faire un stage, 31% travailler dans l'ESS et 28% créer une entreprise. Alors c'est déclaratif et on n'en sait rien a posteriori. Mais ce sont de vrais chiffres quand même. Voilà, c'est déclaratif. Et là, justement, on essaie de travailler un peu avec une méthode objectivée qui se rapproche de l'université pour interroger des élèves a posteriori qui seraient passés par cette moulinette de nos actions pour voir, non pas de manière tangible s'ils sont devenus directrices d'une association, mais qu'est-ce que ça leur a permis, quel champ des possibles ça a ouvert, d'où le fait quand même, ce que je vous disais, qu'on émancipe peut-être ou on affranchit ces élèves de leur déterminisme, origine sociale, origine ethno-raciale, dans une école où la ségrégation sociale est quand même très forte et où on est quand même encore aujourd'hui dans une école qui reproduit les inégalités sociales. Vous avez vu les résultats de l'étude PISA. À notre échelle, tout ça, c'est petit, ce qu'on fait.
Et Agathe, il y a ceux qui parlent d'after work, mais toi, tu nous parles de l'after school. Mais oui, avec une nuance tout de même, puisque ce qu'il se passe à l'after school est sans doute un peu plus constructif, j'espère. Cette initiative éducative appelée JOA s'adresse aux 6 ans et plus pour tous les temps où il n'y a pas école, donc c'est-à-dire le soir en semaine, les mercredis en journée, le week-end ou pendant les vacances scolaires. Et cet after school s'est fixé pour mission d'apprendre aux enfants à se connaître eux-mêmes, à être créatifs, à se sentir utiles, ce que sa fondatrice Valérie Flécheux appelle des compétences de vie. J'ai créé Joie à partir d'un constat. Si l'école est indispensable pour l'instruction des enfants, il me paraît fondamental aujourd'hui de leur donner des outils pour devenir des citoyens éclairés et responsables. Ce que je propose avec Joie, c'est pas simplement d'occuper le temps libre des enfants, c'est bien plus, c'est de les élever au sens littéral, c'est leur donner des compétences de vie. Joie a 3 objectifs. Le premier, bien se connaître. Avec les ateliers éloquence, empathie, philo, on parle ensemble des sujets importants comme le harcèlement, la différence, les émotions, le consentement et on développe leur esprit critique. Le deuxième objectif, développer leur créativité, mais bien plus. On va rencontrer un ébéniste, on va fabriquer un nichoir avec lui et on va parler de la migration des oiseaux. Notre troisième objectif, c'est se sentir utile et comprendre le monde dans lequel on vit. On va rencontrer Clara, qui est malentendante, avec elle on va parler de son handicap et on va apprendre la langue des signes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. La réalisation, c'est Romain Luc. Le son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Emma Razafidra-Lambeau. Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction, ainsi que Roxane Sarfati. Très bonne soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec